Bonjour! J'aimerais vous raconter aujourd'hui une histoire vraie autour d'un problème de recherche. On va retracer ensemble la naissance du problème, sa modélisation et aussi sa résolution. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même l'hiver dernier et j'aimerais vous la partager pour vous donner un aperçu de ce que c'est la recherche, avec ses rebondissements, ses changements de point de vue, ses surprises. En plus, il reste des questions ouvertes que je vous partagerai à la fin. Embarquons ensemble dans cette quête. Tout commence un soir d'hiver. Avec Ève, nous nous reposions à la lueur d'une bougie après une longue journée. Et du coup, je suis encore resté bloqué toute la journée sur cette histoire de l'extension centrale de la javelure Virasoro cul déformé. Tu sais que je peux pas t'aider, hein? Oui, je sais. J'avais envie d'en parler. Tiens, c'est marrant, ces ombres de la boîte. En plus, elles changent quand tu la tournes. Est-ce qu'on pourrait pas reconstruire la forme de la boîte à partir de ces ombres? Ça me paraît une question intéressante. Tu peux pas t'empêcher de faire des maths. Bah, l'ombre, elle nous donne déjà la moitié de l'objet. Donc a priori, en tournant, on obtient tout l'objet, oui. Oui, certes, mais je parlais juste de l'ombre asymptotique. Je veux dire de l'ombre loin de l'objet. Tu vois, chaque point de l'objet crée un rayon d'ombre, et du coup, l'ombre totale, c'est juste l'union de tous ces rayons. Et en fait, ça crée un cône. Bon, les deux rayons extrêmes du cône, c'est les tangentes de la bougie à la boîte. Quand je parlais de l'ombre, moi je parlais juste de ce cône. On tourne l'objet autour de quel point? Son centre de gravité. Je pense qu'en fait, c'est pas très important. On peut le tourner autour de n'importe quel point. D'ailleurs, la seule chose qui compte vraiment, c'est la position relative de la bougie par rapport à la boîte. C'est-à-dire, au lieu de tourner la boîte, tu pourrais aussi tourner la bougie sur un cercle fixe. Ça fait la même chose. Et du coup, comme ça, on pourrait reconstituer l'objet? Je sais pas. Faudrait déjà se restreindre à un cas particulier. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si tous ces cônes-là sont identiques? C'est-à-dire, ils ont tous le même angle. Est-ce que l'objet est forcément un disque? Donc bien sûr, si c'est un disque, on a toujours le même cône, juste par symétrie. Ça pourrait être un disque avec un trou au milieu, on le verrait pas dans l'ombre, non? Oui, ça c'est vrai. Il faudrait considérer uniquement des formes qui sont convexes. C'est-à-dire qui n'ont ni de trou ni de creux. Mais dans ce cas, ça semble assez intuitif que ce serait forcément un disque, non? Peut-être. Mais il faudrait faire attention, parfois on a des surprises pour ce genre de questions. Je pense que je vais me pencher un peu sur la question demain. Et pour aujourd'hui, on va se coucher. Le lendemain, j'attaquais donc ce problème. Reformulons-le encore une fois pour poser quelques notations. Étant donné un cercle, C, une forme convexe, S, à l'intérieur du cercle, on suppose que pour chaque point P de C, l'angle du cône tangent de P à S est constant égal à un angle alpha. Peut-on déduire que S est un disque? Une des premières choses qu'on fait dans la recherche quand on rencontre un nouveau problème, c'est de réfléchir et de chercher des problèmes similaires qu'on aurait déjà rencontrés auparavant et qui pourraient nous aider à résoudre le problème. En l'occurrence, on peut considérer un cas dégénéré du problème, quand le cercle C tend vers l'infini. Alors on explore une forme donnée par des tangentes parallèles. On peut raisonnablement remplacer l'angle alpha par la distance entre ces deux droites parallèles. La question devient, étant donné une forme dont le diamètre est constant, est-ce nécessairement un disque? Ceci est une question connue et la réponse est non. Il y a plein de formes de diamètre constant, la plus connue étant le triangle de Reuleaux. Ce cas extrême ne nous renseigne pas sur le cas fini, mais nous indique que l'intuition est peut-être fausse et qu'il faudrait chercher des exemples de formes non circulaires. Avec cette idée en tête, je me souviens soudain d'avoir vu une propriété des ellipses qui pourrait être liée au problème. Le voilà, le cercle orthoptique. Étant donné une ellipse, c'est-à-dire l'ensemble des points dont la somme des distances à deux points fixes est constante, alors l'ensemble des points dont les deux tangentes à l'ellipse sont orthogonales est d'un cercle. L'ellipse donne un exemple d'une forme non circulaire qui, à partir de son cercle orthoptique, donne toujours le même angle, à savoir 90 degrés. L'intuition naïve, qu'il n'y a que des disques avec cette propriété, est alors fausse. En plus, cet exemple suggère un nouveau point de vue sur le problème. Il est toujours bien d'avoir plein de points de vue. Étant donné une forme S et un angle alpha, on peut considérer tous les points P à l'extérieur de S, tels que les deux tangentes de P à S forment cet angle alpha. Ces points forment une courbe, notée S indice alpha. En faisant varier alpha, on obtient une image qui ressemble beaucoup aux lignes de niveau dans une carte géographique. On obtient une famille de courbes fermées qui remplissent tout le plan
à part l'intérieur de S. Pour une ellipse par exemple, on obtient des ovales, puis un cercle, le cercle orthoptique, puis des ovales dans l'autre orientation. Pour un carré, ces lignes de niveau sont des arcs de cercle. Et ça, je vous laisse le démontrer. La question initiale devient donc, existe-t-il des formes S telles que parmi ces lignes de niveau d'angle constant, il y ait un cercle? Pour un disque, toutes les lignes de niveau sont des cercles. Une autre chose qu'on fait dans la recherche, une fois qu'on a un problème intéressant, c'est d'aller voir ses collègues et de discuter avec eux. L'échange crée des idées. À la pause déjeuner, à l'université de Heidelberg, je montre le problème à un collègue, qui est tout de suite intéressé. Après quelques réflexions, on a trouvé encore une autre formulation du problème, qui semble propice à sa résolution. Et on va voir que c'est en effet le cas. On part d'un premier point P1 sur le cercle C, et d'une tangente T1 de P1 à S. Cette tangente intersecte C dans un deuxième point P2. Alors de P2, il y a deux tangentes à S, et l'une d'elles est nécessairement T1. L'autre, T2, forme un angle alpha fixé avec T1. On peut ensuite recommencer cette opération avec P2 et T2. C'est-à-dire T2 va intersecter C en un deuxième point P3, et à l'aide de l'angle alpha, on va trouver la nouvelle tangente T3, etc. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un système dynamique, c'est-à-dire un système avec une transformation qu'on va itérer encore et encore. Ici, c'est une sorte de billard, où la boule ne rebondit pas avec la règle usuelle, mais avec la règle étrange que le rebond doit toujours former un angle constant. Ainsi, on obtient une trajectoire où chaque segment est une tangente à notre objet qu'on cherche à déterminer. Au lieu de considérer la tangente T1, il suffit de connaître l'angle entre T1 et OP1, où O c'est le centre du cercle, et on va noter cet angle β1. Ainsi, le système peut être décrit par un couple P1 β1 qui est transformé vers P2 β2. Et après, on itère cette transformation. Avec un peu de géométrie du cercle, on peut étudier ce système dynamique. Première observation, la suite des angles est deux périodique, c'est-à-dire β3 égale à β1, β4 égale à β2, etc. Pour la preuve, considérons un début de trajectoire du billard étrange et reliant les points P1, P2 et P3 au centre O du cercle. Le rebond étant constant égal à alpha, on a β1 plus β2 égale à alpha, car l'angle β1 se retrouve également en P2 comme le triangle P1, P2, O est isocèle. Ensuite, par le même argument, on trouve que β2 plus β3 est égal à alpha. Par conséquent, β1 est égal à β3. Une conséquence de cette première observation est que la distance des segments de la trajectoire à O est également deux périodique, car cette distance vaut simplement r fois sinus βn, où r c'est le rayon du cercle. Deuxième observation, P3 ne dépend pas de β1, seulement de P1 et de alpha. Cette observation est une propriété importante du cercle, le théorème de l'angle inscrit. Pour deux points P1 et P3 fixés sur un cercle, alors l'angle avec tout point sur l'arc P1-P3 est constant. En plus, cet angle est la moitié de l'angle entre P1, O et P3. C'est un fait que vous connaissez peut-être du foot. Quand vous voulez marquer un but, ce qui est important est l'angle vers les deux poteaux. Pour avoir les mêmes conditions de tir, vous devez vous déplacer sur un cercle. La preuve de ce théorème de l'angle inscrit est vraiment jolie, et c'était la première preuve qui m'avait vraiment ébloui dans ma vie. Du coup, j'ai envie de vous la partager. D'abord, vous vous rappelez que la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors la somme des angles d'un quadrilatère, comme on peut toujours le diviser en deux triangles, vaut 360 degrés. Quand les sommets du quadrilatère sont sur un cercle, on parle d'un quadrilatère inscriptible, alors la somme de deux angles opposés vaut 180 degrés. Pour prouver cela, on relie les quatre sommets avec le centre du cercle, ce qui crée quatre triangles isocèles. On voit alors que alpha plus gamma est égal à bêta plus delta. Comme la somme vaut 360 degrés, la somme de deux angles opposés vaut bien 180 degrés. Pour finir, on veut montrer que l'angle P1, P2, P2, P3 est constant. On va choisir un quatrième point, P4, sur le cercle, sur l'autre arc entre P1 et P3. Alors le quadrilatère P1, P2, P3, P4, par définition, est inscriptible, et du coup la somme des deux angles opposés vaut 180 degrés. Mais quand on bouge maintenant P2, cela ne change rien à l'autre angle autour de P4. Alors, l'angle autour de P2 reste constant. Ce que je trouvais, et ce que je trouve toujours incroyable, c'est que le choix de P4 est à la fois si important et si futile.
on peut choisir n'importe quel point P4. Revenons à notre système dynamique. Avec ces deux observations, nous pouvons résoudre notre problème initial dans un cas particulier, le cas où on ne revient jamais à notre point de départ. Premier théorème, si l'angle de vue le long d'un cercle est constant égal à alpha, avec alpha un multiple irrationnel de pi, alors la forme est nécessairement un disque. Pour la preuve, par la deuxième observation, on obtient P3 à partir de P1 avec une rotation d'angle 2 alpha autour du centre du cercle O. En plus, β3 est égal à β1, donc cette rotation envoie P1 T1 sur P3 T3. Comme alpha sur pi est irrationnel, aucun multiple de 2 alpha n'est de la forme n fois pi, avec n en entier. Donc on ne revient jamais à la condition initiale. Mieux encore, les points P indice 2n plus 1 vont être denses dans le cercle C. C'est une propriété des rotations irrationnelles. Ainsi, les pentes des droites P2n, P2n plus 1 vont être denses dans R. Comme ces droites ont toutes la même distance à O, elles vont envelopper un disque. Et comme elles sont toutes tangentes à la forme S, cette dernière doit nécessairement être un disque. CQFD. Ce premier théorème a la conséquence suivante dans le point de vue des lignes de niveau. Quand S n'est pas un disque, aucune des S alpha pour alpha un multiple irrationnel de pi n'est un cercle. Et comme les irrationnels sont denses dans R, ça veut dire que si jamais il y a un cercle parmi les S alpha, alors c'est forcément un événement rare, isolé. Qu'est-ce qui se passe alors si alpha est un multiple rationnel de pi? Alors le système dynamique est périodique, c'est-à-dire on revient à la condition initiale après un nombre fini d'étapes. Par exemple, pour alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, on revient à la position initiale après 4 rebonds. Et on a vu précédemment qu'il n'y a pas que le disque, il y a aussi des ellipses. Y a-t-il toujours des exemples autres que le disque? Regardons notre billard étrange avec alpha égale à pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Alors on observe un phénomène particulier. P1, P2 est parallèle à P4, P5. Et c'est là, peu importe comment on choisit l'angle initial β1. De même, P2, P3 est parallèle à P5, P6, etc. Comme S doit être tangent à toutes ces droites, la seule possibilité est que P1, P2 soit égal à P4, P5. Cela signifie que β1 égale à β2 égale à alpha sur 2. Comme l'argument ne dépend pas de P1, on a donc β1 égale à alpha sur 2 pour tout point du cercle. Alors par symétrie, l'enveloppe est forcément un disque. On a donc deux comportements différents. D'un côté, pour alpha égale à pi sur 2, on a un exemple non circulaire, les ellipses. Et de l'autre côté, pour alpha égale à pi sur 3, on vient de prouver que seulement le disque peut convenir. Pour y voir plus clair, essayons de généraliser ces deux phénomènes. En testant différentes valeurs, alpha égale à pi sur 5, 2pi sur 5, pi sur 6, on voit que le phénomène des droites parallèles arrive si seulement si alpha est de la forme pi fois p sur q avec q impair. Ainsi, on obtient notre deuxième théorème. Si alpha égale à pi fois p sur q, avec q impair, et p et q premiers entre eux, alors la forme est nécessairement un disque. Pour cette valeur de alpha, on va toujours avoir ce phénomène des parallèles, ce qui empêche d'avoir une forme au milieu. Le seul moyen de les éviter est qu'elles coïncident. Alors, β1 est égal à β2 est égal à alpha sur 2. Et ceci est indépendant du point P sur le cercle. Par conséquent, l'enveloppe de toutes ces tangentes est un disque par symétrie. Pour le dernier cas qui reste, on peut démontrer le théorème suivant. Si alpha égale à pi fois p sur q avec q pair, et p et q premiers entre eux, alors il y a des formes non circulaires. L'idée de la preuve est la suivante. Le système dynamique est périodique, et on a donc un arc de cercle sur lequel on peut choisir β1. On peut décomposer β1 au point P comme la somme de alpha sur 2 plus un angle θ qui dépend également de P. Si on connaît la fonction θ sur cet arc, on peut la déduire sur le deuxième arc, et ensuite ce périodique. Puis, on déduit la forme S, car c'est l'enveloppe de toutes ces trajectoires du billard étrange. Si par exemple θ est égal à 0 pour tout point P, par symétrie, on obtient un disque. Il faut s'assurer que la fonction θ varie d'une façon continue quand on passe du premier au deuxième arc. Comme β1 plus β2 égale à alpha, cela implique que θ1 plus θ2 est égal à 0. Il faut donc que la valeur de θ à la fin de l'arc soit moins la valeur de θ au début de l'arc. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe forcément un point où θ de P est égal à 0.
Quitte à translater le point de départ, on peut donc supposer que θ est égal à 0 au début et à la fin de l'arc. Enfin, il faut s'assurer que tous les segments sont effectivement tangents à la forme finale. Quand θ est une petite perturbation de la fonction nulle, tous les segments des trajectoires vont être tangents à la forme car on n'a pas de parallèle au début et tout varie d'une façon continue. Ainsi, pour une valeur très faible de θ, on ne va pas créer des parallèles. Après ce succès, ces 3 théorèmes autour de l'angle constant, on peut encore se poser plein de questions. Comment construire explicitement des exemples non circulaires autres que les ellipses? Y a-t-il des exemples algébriques, c'est-à-dire décrits par des équations polynomiales? Une ellipse, par exemple, est décrite par une équation quadratique. Trouver des conditions nécessaires et suffisantes sur la fonction θ pour qu'elle donne un exemple. On peut aussi considérer un autre cas extrême, quand le cercle dégénère vers une droite. La question devient alors, comment trouver toutes les formes ayant le même angle de vue à partir de tout point d'une droite fixée? Un exemple est donné par la parabole, par exemple l'équation y égale x carré. On peut prouver que l'ensemble des points à partir desquels on voit la parabole d'un angle de 90 degrés est une droite. C'est en quelque sorte la dégénérescence du cercle orthoptique pour les ellipses. Plus généralement, on peut montrer qu'une telle forme est nécessairement le graphe d'une fonction au-dessus de la droite donnée. Peut-on caractériser toutes les fonctions donnant une forme avec un angle de vue constant? Pour finir, que fait-on dans la recherche quand on a mené à bien un projet? Bien sûr, on va publier ses résultats. Ici, comme c'est un problème plutôt ludique, je suis en train d'écrire un article que j'aimerais proposer au Math Intelligencer, un journal récréatif de recherche en maths. En plus, comme c'est un problème à la fois accessible et très riche, je l'ai proposé à un tournoi de maths, l'ITIM, European Tournament of Enthusiastic Apprentice Mathematicians, où je fais partie du comité qui sélectionne les problèmes. C'est un tournoi qui simule la recherche. Des équipes de 4 à 6 élèves réfléchissent à des problèmes de recherche pendant plusieurs mois, rédigent leurs solutions et vont après les présenter devant les autres équipes qui ont travaillé sur les mêmes questions et mené des discussions. La version française de ce tournoi est le TFJM, le tournoi français des jeunes mathématiciens et mathématiciennes. C'est une occasion formidable d'appréhender la recherche avec d'autres élèves passionnés de maths. Si vous êtes encore à l'école, je vous encourage vivement à y participer. Et sinon, vous pouvez aider à l'organisation ou à trouver les problèmes pour ce tournoi. Pour avoir plus d'informations sur ces 2 tournois et pour voir plein d'autres problèmes de recherche accessibles, je vous renvoie au site que vous trouvez en description. Voilà, c'est tout pour cette histoire de recherche. Si vous avez des réflexions autour des questions ouvertes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir en la partageant ou en nous faisant un don sur Tipeee. À bientôt!